Cette vieille doit partir bientôt de notre vie. Les mots d'Isabelle ont tranché le silence de la nuit comme une lame aiguisée. J'étais debout dans le couloir sombre de ma propre maison, tenant une tasse de thé à la camomille qui tremblait maintenant dans mes mains. Je n'aurais jamais imaginé qu'à 68 ans, je découvrirais que ma propre belle-fille souhaitait ma mort. Mon nom est Claudette Beaumont, et voici l'histoire de comment j'ai découvert que ma famille avait tramé le plan le plus cruel que je puisse imaginer. Mais c'est aussi l'histoire du plus grand retournement de situation qu'une personne puisse vivre. Je vis à Avignon, dans le sud de la France, dans une maison provençale en pierre dorée qui appartient à ma famille depuis 3 générations. Les volets bleu lavande encadrent des fenêtres qui ont déjà vu naître et mourir des rêves, des amours et des tragédies. Le parfum de lavande du jardin se mélange à l'arôme de pain frais qui vient de la boulangerie du coin tous les matins. Cette nuit fatidique de novembre, j'étais descendu à la cuisine chercher mon thé avant de me coucher. La maison était plongée dans la pénombre, éclairée seulement par la lumière jaunâtre du réverbère qui filtrait à travers les rideaux de lin. Le vent mistral soufflait fort dehors, faisant battre les branches du platane contre la fenêtre avec un bruit inquiétant. C'est alors que j'ai entendu des voix venant du salon. Mon fils Thomas et sa femme Isabelle parlaient à voix basse, mais l'acoustique ancienne de la maison portait leurs mots directement à mes oreilles. « Elle met trop de temps à mourir, Thomas », dit Isabelle avec une froideur qui a fait geler mon sang. « Cela fait déjà 5 ans depuis que ton père est décédé. Combien de temps encore devrons-nous supporter cette situation ? » Mon cœur s'est emballé. Je me suis pressé contre le mur du couloir, essayant de traiter ce que je venais d'entendre. Isabelle, la femme que j'avais accueillie comme une fille, que j'avais soignée quand elle avait eu une pneumonie, pour qui j'avais fait la robe de mariée de mes propres mains. L'histoire de ma relation avec Isabelle remontait à 8 ans. Thomas l'avait rencontrée dans une librairie de la rue de la République, où elle travaillait comme vendeuse. Elle était jolie, avec ses cheveux châtains qui brillaient sous le soleil méditerranéen et ses yeux verts qui semblaient toujours sourire. Quand Thomas me l'avait présentée, j'avais immédiatement ressenti de la tendresse pour cette jeune femme de 28 ans qui semblait si fragile et si déterminée à la fois. Je me souvenais encore du jour où elle avait emménagé dans notre maison. Henri, mon défunt mari, était encore vivant à l'époque, et nous avions transformé le grenier en un petit appartement pour les jeunes mariés. Isabelle m'aidait à la cuisine, me posait des questions sur les recettes provençales de ma grand-mère, et semblait réellement intéressée par l'histoire de notre famille. Pendant des années, nous avions vécu en harmonie sous le même toit. Isabelle m'accompagnait au marché de la place Pie le samedi matin, où nous choisissions ensemble les légumes frais et les herbes aromatiques. Elle m'aidait à entretenir le jardin, plantant des rosiers et des lavandes avec un enthousiasme qui me réchauffait le cœur. Mais quelque chose avait changé après la mort d'Henri. « Tu ne peux pas parler ainsi de ma mère », répondit Thomas, mais sa voix ne portait pas l'indignation que j'espérais. Elle sonnait plutôt comme une protestation faible, automatique. « Ta mère ? Elle ne te traite même pas comme un fils, Thomas. Regarde comme elle t'humilie devant les voisins, toujours en train de corriger ce que tu dis, toujours en train de rappeler que tu n'as pas réussi à finir l'université. Et cette maison ? Mon Dieu, comme je déteste cette maison vieille et humide. » J'ai ressenti une douleur aiguë dans la poitrine. Est-ce que je traitais vraiment Thomas de cette façon ? Est-ce que mon amour protecteur s'était transformé en quelque chose d'étouffant sans que je m'en aperçoive ? En repensant aux derniers mois, je me suis rendu compte que peut-être mes remarques constantes sur ses choix professionnels, ma tendance à corriger sa grammaire devant les autres, mes conseils non sollicités sur sa façon de gérer l'argent, peut-être que tout cela était perçu comme de l'humiliation plutôt que de l'aide maternelle. Thomas avait toujours été un enfant sensible. Après avoir abandonné ses études d'ingénieur en 3e année, il était revenu vivre à la maison, découragé et plein de doutes sur lui-même. J'avais voulu le protéger, le rassurer, mais peut-être que ma protection était devenue une prison. « Elle est malade, Isabelle. Le médecin a dit que son cœur n'allait pas bien. » « Exactement. » Isabelle l'interrompit avec une excitation perturbante. « C'est une question de temps. Et quand cela arrivera, nous serons enfin libres. Libres de cette maison, libres des critiques constantes,
libres de vivre notre vraie vie. Ne parle pas comme ça, murmura Thomas, mais encore une fois sans réelle conviction. Pourquoi pas? C'est la vérité. Tu crois que je ne vois pas comment tu te comportes différemment quand elle est dans les parages? Comment tu deviens tendu, nerveux? Nous savons tous les deux que notre vie ne commencera vraiment que quand cette vieille sortira enfin de notre chemin. Le mot « vieille » a résonné dans mon esprit comme un coup de feu. Ce n'était pas simplement une référence à l'âge, il était chargé de mépris, de dégoût, de désir que je disparaisse simplement. Je me suis souvenu de tous les petits signes que j'avais ignorés au cours des derniers mois. Les regards impatients d'Isabelle quand je prenais trop de temps pour raconter une histoire. La façon dont elle changeait de sujet quand je parlais de mes souvenirs avec Henri. Les soupirs à peine audibles quand je demandais de l'aide pour quelque chose. Et Thomas, mon Thomas. Quand avait-il cessé de me regarder dans les yeux quand nous parlions? Quand avait-il commencé à éviter de passer du temps seul avec moi? Je pensais que c'était juste la maturité, le fait qu'il avait sa propre famille maintenant. Mais c'était peut-être autre chose. Ma tasse a glissé de mes mains tremblantes et s'est brisée sur le sol en terre cuite, le bruit résonnant dans la maison silencieuse comme un cri. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Thomas, alarmé. J'ai couru vers ma chambre le plus silencieusement possible, mon cœur battant si fort que j'ai craint qu'il puisse l'entendre. J'ai fermé la porte et me suis appuyé contre elle, essayant de reprendre mon souffle. Des larmes chaudes coulaient sur mon visage tandis que je traitais la cruelle réalité, ma propre famille souhaitait ma mort. Je me suis assise sur le bord de mon lit, celui que j'avais partagé avec Henri pendant 40 ans. Les murs de la chambre étaient décorés de photos de famille, Thomas bébé dans mes bras, Thomas à son premier jour d'école, le mariage de Thomas et Isabelle dans le jardin de cette même maison. Tous ces moments de bonheur me semblaient maintenant teintés d'amertume. J'ai passé la nuit entière éveillée, regardant le plafond et repensant à chaque interaction, chaque geste, chaque mot des dernières années. Les fissures dans le plafond, que Henri et moi avions toujours promis de réparer, semblaient maintenant refléter les fissures dans ma propre famille. Peut-être avais-je été trop possessive? Trop critique? J'avais élevé Thomas seul pendant ces années d'adolescence difficiles après que Henri était devenu malade. J'avais voulu être à la fois mère et père, protectrice et guide. Mais peut-être que dans ma tentative de le protéger du monde, j'avais créé une cage dorée qui l'empêchait de voler de ses propres ailes. Et Isabelle, j'avais vraiment cru que nous avions développé une relation spéciale. Elle m'appelait « Maman Claudette » et semblait apprécier mes histoires sur l'ancienne Provence. Mais peut-être que tout cela n'était qu'une façade, une performance soigneusement orchestrée pour maintenir la paix dans la maison. Quand le soleil s'est levé sur les champs de lavande de Provence, teignant le ciel de tons rosés et dorés, j'avais pris une décision. Je devais savoir exactement ce qui se passait dans ma propre maison, dans ma propre vie. La lumière matinale filtrait à travers les volets, créant des motifs de rayures sur le sol de ma chambre. J'entendais les premiers bruits de la journée, le camion du boulanger qui livrait le pain frais, les cloches de la cathédrale Notre-Dame des Dons qui sonnaient 7 heures, le chant des cigales qui commençait déjà malgré la saison. Cette routine matinale, qui m'avait toujours apporté du réconfort, me semblait maintenant étrange et distante, comme si je la regardais à travers un voile. Pendant le petit déjeuner, j'ai observé Thomas et Isabelle avec de nouveaux yeux. Ils se comportaient normalement, Isabelle me servait du café avec son sourire habituel, Thomas embrassait mon front comme il le faisait toujours avant de partir au travail. Mais maintenant je pouvais voir au-delà de la façade. Je pouvais percevoir la tension dans les épaules de Thomas, l'impatience mal dissimulée dans les yeux d'Isabelle quand elle pensait que je ne regardais pas. « Maman, tu vas bien ?» demanda Thomas, remarquant mon expression pensive. « Tu sembles différente aujourd'hui. »« Je vais très bien, mon chéri, » répondis-je, forçant un sourire. « J'ai juste mal dormi. Le vent était très fort la nuit dernière. » Isabelle échangea un regard rapide avec Thomas, un regard que je n'avais jamais remarqué auparavant, mais que je reconnaissais maintenant comme de la complicité. Le reste de la matinée passa dans un flou d'activités domestiques. Je préparais le déjeuner mécaniquement, mes mains accomplissant les gestes familiers tandis que mon esprit tourbillonnait avec des questions et des doutes.
Chaque objet dans la cuisine, la vieille cocotte en fonte de ma grand-mère, les herbes séchées suspendues aux poutres, les photos de famille collées sur le réfrigérateur me semblaient maintenant chargées d'une signification différente. Cette maison, qui avait été mon refuge et mon royaume, était-elle devenue ma prison? Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai découvert en fouillant dans leur chambre ce jour-là. Ce que j'ai trouvé était si choquant, si au-delà de ce que je pouvais imaginer, que cela a changé tout ce que je pensais savoir sur ma propre vie. Dans les prochains chapitres, je vais vous raconter comment cette découverte a mené au plus grand retournement de situation qu'une personne puisse vivre et comment parfois, les personnes qui nous blessent le plus peuvent nous donner le plus grand cadeau de nos vies, sans même le savoir. Ce que j'ai trouvé caché entre les vêtements d'Isabelle a fait geler mon sang dans mes veines. C'étaient des documents, des papiers officiels dans des enveloppes scellées du cabinet d'avocats Moreau et Associés, l'un des plus respectés d'Avignon. Ma vie n'était plus ce qu'elle était, mais j'ai réussi à lire l'entête qui changerait tout, transfert de propriété immobilière, propriété Beaumont. Avec des mains tremblantes, j'ai ouvert la première enveloppe. Ce que j'ai lu m'a forcé à m'asseoir sur leur lit pour ne pas m'évanouir. Là, en lettres claires et officielles, se trouvait un contrat de vente de Emma Maison, la maison où j'étais né, où mes parents avaient vécu, où j'avais élevé mon fils. Et le nom du vendeur n'était pas le mien. C'était le nom de Thomas. Mais comment cela était-il possible? Cette maison avait toujours été la mienne. Henri l'avait héritée de sa famille, quand il était mort, elle était naturellement passée à moi. Comment Thomas pouvait-il vendre une propriété qui ne lui appartenait pas? J'ai continué à lire avec le cœur qui battait la chamade. Le contrat était daté de 2 mois auparavant, et la valeur de la vente était astronomique, 850 000 €. Où pensait-il que j'irais avec cette somme d'argent? Mais le plus grand choc était encore à venir. À la fin du document, en petites lettres, il y avait une clause qui m'a fait questionner ma propre sanité mentale. La vente sera effectuée sur présentation d'un certificat de décès de l'occupante actuelle de la propriété, Claudette Beaumont. Il vendait ma maison, sous condition de ma mort. Ma respiration est devenue difficile. J'ai ressenti une douleur aiguë dans la poitrine, le même type de douleur dont le médecin m'avait mis en garde concernant mon cœur fragile. Mais je ne pouvais pas m'évanouir maintenant. Je devais comprendre toute l'étendue de cette trahison. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Ici, dans la chambre même où Isabelle dormait chaque nuit à côté de mon fils, où elle se préparait chaque matin devant la coiffeuse antique que j'avais héritée de ma grand-mère, elle cachait les documents qui scellaient mon destin. Cette pièce, que j'avais décorée avec amour pour accueillir mon fils et sa nouvelle épouse, était devenue le centre de complot de ma propre mort. Les murs de cette chambre avaient été témoins de tant de moments familiaux. C'était ici qu'Isabelle était venue me confier ses peurs quand elle et Thomas essayaient d'avoir un enfant. C'était ici qu'elle s'était effondrée en larmes quand ils avaient appris qu'elle ne pourrait jamais concevoir. Et c'était ici qu'elle complotait maintenant ma mort avec la froideur d'un assassin professionnel. J'ai pris la seconde enveloppe avec des doigts qui arrivaient à peine à tenir le papier. C'était encore pire. Un document d'assurance vie en mon nom, également signé par Thomas, d'une valeur de 200 000 €. Quand avait-il été fait? Comment avait-il obtenu ma signature? C'est alors que je me suis souvenu. Il y a 3 mois, Thomas m'avait demandé de signer quelques papiers de la banque liés à la retraite d'Henri. J'avais eu entièrement confiance en lui, signant sans lire. Mon propre fils m'avait trompé de la façon la plus cruelle possible. En regardant de plus près les documents d'assurance, j'ai remarqué que ma signature avait été notariée par un certain maître Dubois, un notaire que je ne connaissais pas. Comment était-ce possible? Je me souvenais vaguement d'avoir signé ces papiers dans le salon de notre maison, pas dans un bureau de notaire. Thomas m'avait dit qu'un ami notaire passerait à la maison pour éviter que j'aie à me déplacer. Maintenant, je réalisais que cet homme n'était probablement pas un vrai notaire, ou alors il était complice de la fraude. Dans tous les cas, ma signature avait été obtenue sous de faux prétextes, transformant ce qui devait être un acte de confiance maternelle en un instrument de ma propre destruction. Mais il y avait encore une 3e enveloppe, et celle-ci contenait quelque chose qui a presque arrêté mon cœur définitivement.
C'était un échange de mails imprimés entre Isabelle et quelqu'un appelé. Les messages dataient de 2 semaines auparavant. Docteur Laval, comme nous en avons parlé au téléphone, ma belle-mère a 68 ans et des problèmes cardiaques diagnostiqués. Nous aimerions savoir quelle serait la dose appropriée de digitaline pour quelqu'un avec ces conditions, prétendant que c'est pour une recherche académique que mon mari fait sur les traitements cardiaques. La réponse de la médecin était technique et détaillée sur les effets de la digitaline chez les patients cardiaques, incluant des dosages qui pourraient être fatals. Digitaline. Je connaissais cette substance. Elle était extraite de la digitale pourpre, une plante qui poussait sauvage dans les champs autour d'Avignon. En petite dose, elle était utilisée pour traiter les problèmes cardiaques. En dose plus importante, elle était létale. Mon esprit est revenu sur les dernières semaines. Isabelle avait commencé à insister pour que je prenne un supplément naturel pour le cœur. De petites capsules vertes qu'elle disait avoir achetées dans une pharmacie naturelle de Marseille. J'en avais pris 3 jusqu'à présent. La mémoire m'est revenue avec une clarté terrifiante. La première fois qu'Isabelle m'avait donné ces capsules, elle avait insisté sur le fait qu'elle venait d'un herboriste réputé de Marseille qui se spécialisait dans les remèdes traditionnels provençaux. Elle m'avait même montré un petit sac en papier craft avec une étiquette manuscrite en provençal, comme si cela authentifiait l'origine naturelle du produit. Maman Claudette, m'avait-elle dit avec cette voix douce qu'elle utilisait quand elle voulait me convaincre de quelque chose, mon amie Sylvie, celle qui travaille à la pharmacie de la rue Joseph Vernet, m'a parlé de cet herboriste. Il paraît que ces remèdes ont aidé beaucoup de personnes âgées avec des problèmes cardiaques. J'avais été touchée par sa sollicitude apparente. Dans ma naïveté, j'avais vu cela comme une preuve qu'elle se souciait réellement de ma santé, qu'elle cherchait des alternatives naturelles aux médicaments chimiques que me prescrivait le docteur Renaud. J'ai couru vers ma chambre et j'ai pris le flacon. Avec une loupe que j'utilisais pour la broderie, j'ai examiné les capsules de plus près. La poudre interne avait une coloration légèrement jaunâtre, différente des suppléments normaux que je connaissais. Il y avait aussi une odeur particulière quand j'ouvrais le flacon, une odeur légèrement amère que je n'arrivais pas à identifier. La vérité m'a frappé comme la foudre, il n'attendait pas simplement que je meure naturellement. Il me tuait lentement. Je me suis assise sur mon lit, tenant les documents qui révélaient la trahison la plus absolue que je puisse imaginer. Mon fils, le bébé que j'avais porté dans mon ventre, que j'avais nourri au sein, que j'avais consolé à chaque cauchemar, que j'avais soutenu dans chaque difficulté, avait planifié ma mort avec sa femme. Les souvenirs de l'enfance de Thomas me revenaient maintenant avec une amertume nouvelle. Je me souvenais de la nuit où, à l'âge de 7 ans, il avait fait un cauchemar terrifiant et était venu dans mon lit en pleurant. Je l'avais serré dans mes bras jusqu'à l'aube, lui chantant des berceuses provençales que ma propre mère m'avait chantées. Ce même enfant planifiait maintenant ma mort. Je me souvenais du jour où il avait eu son premier accident de vélo, à 10 ans. Il était revenu à la maison avec le genou écorché et les larmes aux yeux, moins à cause de la douleur physique que de l'humiliation d'être tombé devant ses amis. J'avais nettoyé sa blessure avec une tendresse infinie, puis je l'avais emmené acheter une nouvelle sonnette pour son vélo pour qu'il se sente mieux. Ce même fils préparait maintenant ma mort avec la précision d'un pharmacien. Mais pourquoi? Pour l'argent? Pour la liberté? Par pur mépris? En regardant autour de ma chambre, je voyais maintenant chaque objet sous un jour différent. Le portrait de mariage d'Henri et moi sur la commode, il voulait que ce cadre soit bientôt vide de sens. Les bijoux de ma grand-mère dans la petite boîte en bois d'olivier, il calculait probablement déjà leur valeur. Les livres que j'aimais lire le soir, il les verrait bientôt comme des objets encombrants à éliminer. Les larmes sont venues alors, non pas de tristesse, mais d'une colère que je n'avais jamais ressentie auparavant. Une colère qui brûlait dans ma poitrine comme du feu. Il voulait que je meure? Il voulait ma maison, mon argent, ma vie? Cette colère était différente de toutes celles que j'avais pu ressentir dans ma vie. Ce n'était pas la colère passagère d'une dispute familiale ou l'irritation face à une injustice quotidienne. C'était une rage profonde, primitive, qui semblait venir des tréfonds de mon être. Une rage de survie. À ce moment-là,
quelque chose en moi a changé pour toujours. La Claudette gentille, compréhensive, qui mettait toujours la famille en premier, est morte dans cette chambre. À sa place est né quelqu'un qu'il ne s'attendrait jamais à voir, une femme qui lutterait avec chaque fibre de son être. Mais je devais être intelligente. S'ils découvraient que je savais, ils pourraient accélérer leur plan. Alors j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire, j'ai commencé à jouer la comédie. J'ai remis soigneusement tous les documents exactement où je les avais trouvés, mémorisant leur position précise. J'ai lissé les draps du lit pour qu'il n'y ait aucune trace de ma présence. J'ai même vaporisé un peu du parfum d'Isabelle dans l'air pour masquer toute odeur que j'aurais pu laisser. Ensuite, je suis descendue à la cuisine et j'ai préparé le déjeuner comme si de rien n'était. Mes mains tremblaient légèrement en coupant les légumes, mais j'ai réussi à maintenir une façade de normalité. J'ai préparé une ratatouille, le plat préféré de Thomas depuis l'enfance, avec une ironie amère que lui seul aurait pu comprendre s'il avait su ce que je venais de découvrir. Quand Thomas et Isabelle sont revenus cet après-midi-là, je les ai accueillis avec mon sourire habituel. J'ai accepté le « supplément » d'Isabelle, mais cette fois je ne l'ai pas avalé. J'ai gardé la capsule sous ma langue jusqu'à pouvoir aller aux toilettes et la cracher. Le goût amer qui est resté dans ma bouche était révélateur. Ce n'était définitivement pas un supplément vitaminique normal. C'était quelque chose de beaucoup plus sinistre. « Comment vous sentez-vous, maman ?» demanda Thomas avec une préoccupation que je savais maintenant être fausse. « Un peu fatigué, mon chéri. Je pense que ces suppléments d'Isabelle font l'effet. Je me sens différente. » J'ai vu une lueur dans les yeux d'Isabelle qui m'a donné la nausée. « C'est bien, Claudette. Je savais qu'ils aideraient. Vous devez continuer à les prendre régulièrement, d'accord ? C'est très important pour votre santé. » Bien sûr, ma chérie. J'ai entièrement confiance en vous. En prononçant ces mots, j'ai ressenti un goût encore plus amer dans ma bouche que celui de la capsule empoisonnée. Le mensonge avait maintenant un goût physique, métallique et répugnant. Cette nuit-là, j'ai fait semblant de dormir tandis qu'il conversait en bas. Cette fois, je n'ai pas eu besoin de me cacher pour écouter, il parlait ouvertement, pensant que j'étais sédatée par les « suppléments ». « Elle est plus faible », dit Isabelle avec satisfaction. « Encore quelques jours et... » « Tu es sûr que ça va marcher ?» Thomas semblait nerveux. « Le médecin a dit qu'avec son cœur, la dose que nous donnons ressemblera à une mort naturelle. Arrêt cardiaque. Personne ne soupçonnera rien. Et après ? Après, nous vendons cette maison maudite, nous prenons l'assurance vie, et nous partons à Nice comme nous en avons toujours rêvé. Loin de tout ça, loin des souvenirs de votre père, loin de cette vie étouffante. » Leur voix portait maintenant une excitation à peine contenue. Ils parlaient de ma mort et de leur future liberté avec l'enthousiasme de jeunes mariés planifiant leur lune de miel. Cette réalisation était peut-être la plus douloureuse de toutes. J'ai fermé les yeux avec force, essayant de contenir l'envie de descendre et de les confronter à ce moment-là. Mais j'avais un meilleur plan. Un plan qu'ils n'attendraient jamais. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai élaboré une stratégie. Chaque détail devait être parfait. Chaque mouvement devait être calculé. Car maintenant, c'était une question de vie ou de mort littéralement. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment vivante. Ce que M. Rousseau m'a montré dans les archives du bureau des notaires était comme trouver une arme chargée quand on pensait être sans défense. Ma maison, ma précieuse propriété familiale, n'était pas seulement en mon nom comme je le pensais. Elle était aussi au nom d'une personne que j'avais complètement oubliée, ma sœur Marie-Claire. « Regardez ici, Claudette, » dit Pierre, pointant vers des documents jaunis par le temps. « Quand vos parents sont morts en 1987, la maison a été laissée à vous et Marie-Claire conjointement. Vous êtes toutes les deux copropriétaires légales. Pour toute vente ou transfert, il faudrait la signature des deux. Marie-Claire. Ma sœur cadette, qui avait déménagé à Montréal après avoir épousé un Canadien il y a 30 ans. Nous nous étions éloignés au fil des années, quelques cartes à Noël, un coup de téléphone sporadique. Mais elle était encore légalement propriétaire de la moitié de ma maison.
Le trajet jusqu'au bureau notarial ce matin-là avait été le plus long de ma vie. J'avais marché lentement dans les rues pavées d'Avignon, passant devant des lieux qui avaient marqué toute mon existence. La boulangerie Girard où j'achetais du pain depuis 40 ans, la petite église Sainte-Agathe où Thomas avait fait sa première communion, le banc public près de la fontaine où Henri et moi nous asseyions pour regarder les touristes photographier le palais des papes. Chaque pierre de ces rues séculaires semblait maintenant témoin de ma détermination nouvelle. Les platanes qui bordaient la rue de la République, encore parés de leurs feuilles automnales dorées, paraissaient m'encourager dans ma quête de vérité. Même le Mistral, ce vent caractéristique de Provence qui d'habitude me gênait, semblait ce jour-là pousser dans mon dos, me donnant la force d'avancer. En entrant dans l'office notarial de Maître Rousseau, j'avais ressenti un mélange d'appréhension et d'espoir. Pierre Rousseau était un homme que je connaissais depuis l'époque où Henri et moi avions acheté notre première voiture. Son père avait été le notaire de la famille Beaumont pendant des décennies, et Pierre avait repris l'étude familiale avec le même sens du devoir et de l'intégrité. Son bureau, situé dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle rue Banastery, respirait la tradition et la confidentialité. Les murs étaient couverts de rayonnages contenant des centaines de dossiers familiaux, des actes de propriété, des testaments, toute la mémoire juridique d'Avignon semblait conservée dans ces archives poussiéreuses. Cela signifie que... Commençais-je, n'arrivant pas à contenir mon excitation. Cela signifie que tout document de vente signé seulement par vous ou par Thomas est complètement invalide, confirma Pierre. Et si quelqu'un a tenté de falsifier votre signature, comme vous le soupçonnez, c'est de la fraude documentaire, un crime grave. J'ai ressenti une vague de soulagement et de pouvoir que je n'avais pas expérimenté depuis des années. Thomas et Isabelle avaient tout planifié si soigneusement, mais ils avaient commis une erreur fatale. Ils ne savaient pas pour Marie-Claire. Pierre s'était levé de son fauteuil en cuir patiné et avait sorti un dossier épais d'une armoire forte. « Laissez-moi vous montrer les documents originaux de succession, » dit-il en chaussant ses lunettes de lecture. « Votre père, Monsieur Joseph Beaumont, avait été très clair dans ses dernières volontés. » En feuilletant les vieux papiers, une vague de nostalgie m'avait envahi. Je reconnaissais l'écriture de mon père, cette calligraphie soignée qu'on enseignait encore dans les écoles de son époque. Il avait rédigé son testament de sa propre main, selon la tradition provençale, assis à la même table de cuisine où je prenais maintenant mes repas quotidiens avec mes futurs assassins. Regardez cette clause particulière, continua Pierre en pointant un paragraphe précis. Votre père stipule que la propriété doit rester dans la famille Beaumont pour préserver l'héritage provençal des générations futures. Il avait même ajouté une clause spéciale interdisant la vente à des promoteurs immobiliers ou à des investisseurs étrangers. Cette révélation m'a frappé comme une gifle. Non seulement Thomas tentait de me tuer pour vendre la maison, mais il violait aussi les dernières volontés de son grand-père. Papa avait voulu que cette maison reste un foyer familial, pas un investissement financier. Pierre, j'ai besoin d'une autre faveur. Pouvez-vous préparer quelques documents pour moi ? Des documents très spécifiques ? 2 heures plus tard, je sortais du bureau notarial avec une serviette pleine de papiers qui allait complètement changer la donne. Mais avant d'affronter mes bourreaux, j'avais besoin d'une autre pièce du puzzle. Le trajet jusqu'au commissariat de police d'Avignon m'a pris 20 minutes à pied. J'avais délibérément choisi de marcher plutôt que de prendre le bus, ayant besoin de ce temps pour organiser mes pensées et préparer mon témoignage. Le bâtiment moderne du commissariat contrastait avec les constructions historiques environnantes, mais représentait exactement ce dont j'avais besoin, une justice moderne pour un crime ancien comme le monde. L'inspecteur Durand était un homme d'âge moyen aux yeux gentils mais déterminés. Son bureau, au 2e étage du commissariat, donnait sur la cour d'honneur du palais des papes. Cette vue symbolique et les murs séculaires témoins de tant d'intrigues et de trahisons semblaient parfaitement appropriés pour ma propre histoire de déception familiale. Madame Beaumont ? Il m'accueillait avec un mélange de respect et de curiosité professionnelle. Comment puis-je vous aider ? J'ai raconté toute l'histoire, les conversations que j'avais entendues, les documents que j'avais trouvés, les suppléments qu'Isabelle me donnait. J'ai remis les capsules que j'avais gardées comme preuve,
ainsi que les photocopies des documents frauduleux que Pierre m'avait préparés. L'inspecteur Durand avait pris des notes détaillées, son visage devenant de plus en plus grave à mesure que mon récit progressait. Il avait fait venir une collègue, l'inspectrice Martin, spécialisée dans les affaires de violence familiale, pour qu'elle assiste à mon témoignage. « C'est très grave, madame », dit finalement l'inspecteur. « Tentative d'homicide, fraude documentaire, falsification. Nous devons agir immédiatement. » « Non, ai-je dit, le surprenant. Je veux qu'il fasse le prochain mouvement d'abord. J'ai un plan. » L'inspecteur a semblé hésitant, mais quand j'ai expliqué ma stratégie, ses yeux ont brillé avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Mon plan était audacieux mais simple. Plutôt que d'arrêter Thomas et Isabelle immédiatement, nous allions les laisser se compromettre davantage. L'inspecteur Durand allait faire analyser les capsules pour confirmer la présence de digitaline, pendant que moi je continuerais ma mascarade à la maison. « Madame Beaumont, dit l'inspectrice Martin, êtes-vous certaine de vouloir prendre ce risque? Ces personnes ont déjà tenté de vous empoisonner. »« Inspectrice, répondis-je avec une détermination qui me surprit moi-même, j'ai 68 ans. J'ai survécu à la mort de mon mari, à l'éducation d'un fils difficile, aux difficultés financières, aux problèmes de santé. Je ne vais pas me laisser abattre par deux amateurs criminels qui pensent que je suis une vieille femme sans défense. » L'inspecteur Durand m'a donné un petit dispositif d'enregistrement digital et m'a expliqué son fonctionnement. L'appareil, pas plus gros qu'une pièce de monnaie, pouvait enregistrer jusqu'à 8 heures de conversation avec une qualité parfaite. Il m'a aussi remis un numéro d'urgence que je pouvais composer si la situation devenait dangereuse. « Si vous sentez que votre vie est en danger immédiat, n'hésitez pas, m'avait-il dit. Nous avons une patrouille qui peut être chez vous en moins de 5 minutes. » Je suis rentré à la maison en fin d'après-midi, portant non seulement les documents du notaire, mais aussi cette sensation nouvelle de pouvoir et de contrôle. Pour la première fois depuis des jours, j'avais l'impression d'être l'actrice principale de ma propre vie plutôt qu'une victime passive. La maison me semblait différente maintenant. Chaque pièce, chaque objet avait pris une signification nouvelle. La cuisine où Isabelle préparait mes doses quotidiennes de poison était maintenant un théâtre d'opération. Le salon où Thomas et elle planifiaient ma mort était devenu le décor de ma revanche. Thomas et Isabelle étaient dans la cuisine quand je suis arrivé, préparant le dîner avec leurs masques habituels de préoccupation familiale. L'odeur de l'ail et du thym qui embaumait la pièce, normalement si réconfortante, me rappelait maintenant amèrement toutes les fois où j'avais cuisiné pour eux avec amour, ignorant qu'ils comptaient les jours jusqu'à ma mort. « Maman, où étiez-vous? Nous étions inquiets quand nous avons vu que vous étiez sortie seule, dit Thomas, mais je pouvais détecter de l'irritation dans sa voix. Il n'aimait pas quand je sortais seule, il craignait probablement que je découvre quelque chose. Je suis allée chez le médecin, mon chéri. Je me sens si étrange dernièrement. » Isabelle s'est approchée rapidement, ses yeux s'éclairant d'un intérêt mal dissimulé. « Étrange comment? Vous avez pris vos suppléments ce matin? » « Je les ai pris, oui. Mais le docteur Moreau a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit que certains suppléments naturels peuvent avoir des effets secondaires dangereux chez les personnes avec des problèmes cardiaques. Il m'a demandé d'apporter tous les médicaments que je prends à la prochaine consultation. » J'ai vu Thomas et Isabelle échanger un regard rapide de panique. C'était exactement la réaction que j'espérais. « Quel médecin ?» demanda Isabelle, essayant de paraître désinvolte. « Docteur Moreau, mon cardiologue depuis 10 ans. Vous ne le connaissez pas? » Bien sûr qu'elle ne le connaissait pas. Parce que j'avais inventé cette consultation. Mais il ne le savait pas. Le reste de la soirée s'est déroulé dans une tension palpable. Je voyais Isabelle jeter des regards nerveux vers Thomas, qui lui-même semblait perdu dans ses pensées. Ils chuchotaient entre eux quand ils pensaient que je ne les entendais pas, mais l'acoustique particulière de notre vieille maison provençale portait leurs murmures jusqu'à mes oreilles. Cette nuit-là, j'ai fait semblant de prendre le supplément, encore une fois, et je suis monté me coucher tôt, prétextant la fatigue. Mais j'ai gardé l'enregistreur allumé dans la poche de ma robe de chambre. Comme prévu,
Ils ont commencé à parler dès qu'ils ont pensé que j'étais endormie. Elle est allée chez le médecin, Thomas. Et s'il découvre ce qu'il y a dans ces capsules? La voix d'Isabelle portait une note de panique que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Pour la première fois depuis que j'avais découvert leur complot, elle semblait perdre son sang-froid habituel. Calme-toi, Isabelle. Cela ne fait que 2 mois. Même s'ils trouvent de la digitaline dans son sang, ils peuvent penser que c'est un médicament prescrit. Non. Tu ne comprends pas. S'ils enquêtent, ils vont tout découvrir. Les documents de la maison, l'assurance vie. Nous devons accélérer les choses. Que veux-tu dire? Je veux dire que nous ne pouvons plus attendre. Demain soir, nous allons lui donner une dose finale. Une dose qui va tout résoudre d'un coup. Mon sang s'est glacé. Il planifiait de me tuer le lendemain. Isabelle, c'est nécessaire. Tu veux devenir riche ou non? Tu veux notre liberté ou non? Ta mère a déjà assez vécu. 68 ans, c'est une vie complète. Beaucoup de gens n'atteignent même pas cet âge. La froideur dans la voix d'Isabelle était plus effrayante que n'importe quel film d'horreur que j'ai jamais vu. C'était ma vraie vie, ma propre famille planifiant mon assassinat avec la même naturalité qu'ils planifiaient les courses du supermarché. Demain soir alors, dit Thomas avec une voix que je ne reconnaissais pas, pendant le dîner. Pendant le dîner, confirma Isabelle. Et après quelques jours de deuil approprié, nous commençons notre nouvelle vie. J'ai éteint l'enregistreur avec des mains tremblantes. J'avais maintenant tout ce dont j'avais besoin, la preuve d'une tentative d'homicide, enregistrée avec leur propre voix. Mais mon plan était encore plus ambitieux que de simplement les livrer à la police. Le lendemain, pendant qu'ils travaillaient, j'ai fait plusieurs appels téléphoniques importants. Le premier fut pour Marie-Claire à Montréal. Claudette. Quelle merveilleuse surprise. Comment allez-vous, ma sœur? Entendre la voix de Marie-Claire après tant d'années m'a ému aux larmes. Sa voix portait encore cette trace d'accent provençal que nous partagions, malgré ces 3 décennies au Canada. J'ai raconté toute l'histoire à Marie-Claire, qui a été choquée et furieuse. Mais quand j'ai expliqué mon plan, elle a ri aux éclats. Ma sœur, tu as toujours été plus intelligente que tu ne le paraissais. Compte sur moi pour tout ce dont tu auras besoin. Le deuxième appel était pour l'avocat de la famille, Maître Fontaine. Cet homme élégant dans la soixantaine avait géré les affaires juridiques de notre famille depuis la mort d'Henri. Son étude, située dans un magnifique hôtel particulier du XVIIe siècle près du Palais des Papes, était le symbole de la tradition juridique avignonnaise. Madame Beaumont, dit-il après avoir écouté mon histoire, ce que vous me décrivez constitue plusieurs crimes graves. Nous devons agir avec la plus grande prudence, mais je peux vous assurer que justice sera rendue. Le troisième appel était pour l'inspecteur Durand, pour coordonner les détails de notre plan. Et le quatrième, eh bien, celui-là était le plus satisfaisant de tous. J'ai appelé la compagnie d'assurance vie pour les informer qu'il y avait des irrégularités dans la police souscrite en mon nom. La dame au téléphone, Madame Bertrand, était très professionnelle et a immédiatement lancé une enquête interne. Madame Beaumont, si ce que vous nous dites est exact, nous avons affaire à une fraude majeure. Nous suspendons immédiatement cette police et nous transmettons le dossier à nos enquêteurs spécialisés. Quand Thomas et Isabelle sont rentrés à la maison cet après-midi-là, ils m'ont trouvé dans le salon, vêtue de ma plus belle robe bleu marine, la même que j'avais portée à leur mariage. « Maman, vous êtes magnifique aujourd'hui. »« Occasion spéciale ?» demanda Thomas. « En fait, oui. Nous avons des invités qui viennent dîner ce soir. J'espère que cela ne vous dérange pas. » Isabelle a froncé les sourcils. « Des invités? Qui? Oh, vous verrez. Ce sera une réunion très spéciale. Une réunion qui changera nos vies pour toujours. » À cette heure précise, la sonnette a retenti. Thomas est allé ouvrir et est revenu avec une expression confuse. « Maman, il y a un policier à la porte. Et un homme en costume. Ils disent que vous les avez invités? » « Oui, mon chéri. »
Pouvez-vous leur demander d'entrer? Et Isabelle, ma chérie, pouvez-vous mettre 2 assiettes de plus sur la table? Nous allons avoir une conversation très intéressante pendant le dîner. C'est alors que j'ai vu la vraie panique dans leurs yeux pour la première fois. Et je dois avouer que cette vision m'a procuré une satisfaction que je n'avais jamais ressentie de toute ma vie de 68 ans. Ce qui s'est passé dans les 20 minutes suivantes a été la chose la plus satisfaisante que j'ai vécue dans toute ma vie de 68 ans. L'inspecteur Durand est entré dans le salon suivi par Maître Fontaine, mon avocat. Derrière eux, pour mon immense joie, est venue une 3e personne qui a fait pâlir complètement Thomas et Isabelle, Marie-Claire, ma sœur, qui avait pris le premier vol de Montréal vers Avignon. Ma sœur était exactement comme je me la rappelais, mais avec 30 années de maturité en plus. Ses cheveux, autrefois châtains comme les miens, étaient maintenant argentés et coupés dans un style moderne qui lui donnait un air distingué. Elle portait un élégant manteau de laine noire et ses yeux, les mêmes yeux bleus que nous avions hérités de notre mère, brillaient d'une détermination que je reconnaissais parfaitement. Le voyage depuis Montréal avait dû être épuisant, mais Marie-Claire affichait cette énergie particulière qu'on a quand on sait qu'on va rendre justice. En la voyant, j'ai ressenti une vague d'émotion si forte que j'ai dû me retenir pour ne pas pleurer. Ma sœur était venue de l'autre côté de l'océan pour me soutenir dans le moment le plus crucial de ma vie. Thomas, Isabelle, dis-je avec la voix la plus calme que j'ai pu trouver, je voudrais vous présenter l'inspecteur Durand de la police d'Avignon, Maître Fontaine, mon avocat, et bien sûr, vous vous souvenez de ma sœur Marie-Claire, n'est-ce pas? Thomas était clairement en état de choc. Ses mains tremblaient légèrement et son visage avait pris cette pâleur cireuse que je lui avais vue enfant quand il savait qu'il avait fait quelque chose de mal. Tante Marie-Claire? Mais, qu'est-ce qui se passe ici? La façon dont il a prononcé le mot « tante » m'a rappelé l'époque où Marie-Claire venait passer les vacances d'été chez nous, quand Thomas était petit. Il l'adorait alors, et elle lui apportait toujours des cadeaux du Canada, du sirop d'érable, des histoires d'ours et de grands espaces. Cette époque d'innocence me semblait maintenant appartenir à une autre vie. « Asseyez-vous, mon chéri, dis-je en pointant vers le canapé. Et vous aussi, Isabelle. Nous avons beaucoup à discuter. » Ils se sont assis comme des automates, essayant encore de traiter la situation. Isabelle, habituellement si maîtresse d'elle-même, ne cessait de regarder vers la porte comme si elle cherchait une voie d'évasion. Ses mains, que j'avais vues si assurées quand elle me donnait les capsules empoisonnées, tremblaient maintenant visiblement. Je suis resté debout, enfin en contrôle de ma propre maison, de ma propre vie. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais vraiment maîtresse des lieux. Cette sensation de pouvoir, après tant de jours où je m'étais sentie comme une victime passive, était enivrante. Vous savez, commençai-je en marchant lentement dans la pièce comme une actrice sur scène, j'ai découvert des choses très intéressantes ces derniers jours. Des choses sur ma propre famille que je n'aurais jamais imaginé découvrir. J'ai pris la serviette que j'avais préparée soigneusement sur la table basse. Chaque document était classé dans l'ordre parfait pour maximum d'impact dramatique. J'avais répété cette scène dans ma tête des dizaines de fois. Par exemple, j'ai découvert que mon cher fils essayait de vendre ma maison sans ma connaissance. J'ai sorti les documents falsifiés de la serviette. Des documents avec ma signature contrefaite. Très bien fait, je dois l'admettre. Ils m'ont presque dupé. En voyant les papiers, Thomas a tenté de parler, mais j'ai levé la main d'un geste autoritaire que je ne me connaissais pas. Non, mon chéri. C'est mon tour de parler maintenant. Pendant 68 ans j'ai écouté. Aujourd'hui, vous allez m'écouter. L'autorité dans ma propre voix me surprenait. C'était comme si une autre femme parlait à travers moi, une femme plus forte, plus déterminée, que je n'avais jamais eu l'occasion de connaître. J'ai sorti l'enregistreur digital de la serviette et l'ai posé sur la table. J'ai aussi découvert que ma chère belle-fille me donnait de petites doses de poison tous les jours. De la digitaline, pour être précise. Très intelligent, cela causerait un arrêt cardiaque qui semblerait naturel. Isabelle est devenue blanche comme du papier. Ses lèvres ont bougé, mais aucun son n'en sortait.
C'était la première fois que je la voyais complètement sans défense, et je dois avouer que cette vision me procurait un plaisir intense. « Claudette, je peux expliquer. » Finit-elle par balbutier. « Oh, je suis sûre que vous pouvez. Mais d'abord, que diriez-vous d'écouter votre propre explication? Enregistrée hier soir ?» J'ai appuyé sur play de l'enregistreur. Leurs voix ont rempli le salon. Demain soir alors. Pendant le dîner. Pendant le dîner. Et après quelques jours de deuil approprié, nous commençons notre nouvelle vie. Le silence qui a suivi était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Thomas avait la tête dans les mains, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Isabelle regardait l'enregistreur comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Voir mon fils dans cet état de détresse me déchirait le cœur malgré tout ce qu'il avait fait. Il restait mon enfant, l'être que j'avais porté et élevé. Mais je ne pouvais plus laisser l'amour maternel aveugler mon jugement. Mais voici la partie la plus intéressante, continuai-je, sentant une énergie que je n'avais pas eue depuis des années. Vous avez commis une erreur fatale dans votre plan. Marie-Claire s'est avancée, souriant avec cette expression malicieuse que je lui connaissais depuis l'enfance. Ils m'ont oublié, n'est-ce pas, Claudette? Exactement. Voyez-vous, mes chers assassins en puissance, cette maison n'est pas seulement la mienne. Elle est à moi et à Marie-Claire. Toute vente nécessiterait sa signature aussi. Tous les documents que vous avez falsifiés sont complètement invalides. La réalisation de leur erreur s'est peinte sur le visage de Thomas comme une tragédie grecque. Tous leurs plans soigneusement élaborés, tous leurs calculs, tous leurs crimes, tout s'effondrait à cause d'un détail qu'ils avaient négligé. Thomas a finalement levé la tête. « Maman, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. » « Expliquer quoi, Thomas? Comment vous avez planifié mon assassinat? Comment tu as falsifié ma signature? Comment ta femme m'empoisonnait lentement? Ma voix est montée de ton pour la première fois. Comment vous parliez de moi comme si j'étais un obstacle gênant qui devait être éliminé? Des larmes ont commencé à couler sur le visage de Thomas. Ces larmes, que j'avais essuyées tant de fois quand il était enfant, me semblaient maintenant amères et tardives. Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. Tu es désolée de quoi, Thomas? D'avoir planifié de me tuer ou d'avoir été pris? Isabelle, cependant, essaya encore de sauver la situation. Même face à l'évidence, elle refusait d'abandonner. Claudette, vous ne comprenez pas. Nous n'allions pas vraiment. Silence. L'inspecteur Durand a finalement parlé d'une voix qui ne tolérait aucune contradiction. Madame Beaumont nous a fourni des preuves suffisantes de tentative d'homicide prémédité, fraude documentaire et falsification. Vous êtes tous les deux en état d'arrestation. Mais j'ai encore levé la main. Attendez, inspecteur. Je n'ai pas encore terminé. Tous m'ont regardé, confus. L'inspecteur Durand a hoché la tête, me laissant continuer ma mise en scène. Voyez-vous, j'ai passé ces derniers jours non seulement à rassembler des preuves contre vous. J'ai aussi apporté quelques changements très importants à ma vie. J'ai sorti un autre ensemble de documents de la serviette. Maître Fontaine m'a fait un petit sourire d'encouragement. Nous avions travaillé ensemble pour préparer cette surprise finale. Premièrement, j'ai complètement changé mon testament. Thomas, toi qui espérais hériter de tout quand je mourrai, tu ne recevras plus un centime. Tout va à Marie-Claire et aux institutions caritatives de la région. Thomas a sangloté ouvertement maintenant. Voir ce grand homme de 42 ans pleurer comme un enfant était à la fois déchirant et satisfaisant. C'était la première émotion authentique que je voyais chez lui depuis des mois. Deuxièmement, Marie-Claire et moi avons décidé de vendre la maison mais à une fondation qui s'occupe de personnes âgées abandonnées par leur famille. Une cause qui, comme vous pouvez l'imaginer, est devenue très proche de mon cœur. Cette annonce a eu l'effet d'une bombe. Isabelle a finalement perdu son sang-froid. Vous ne pouvez pas faire ça. Cette maison vaut une fortune. Je peux et je l'ai fait. Et troisièmement, j'ai gardé le meilleur pour la fin, j'ai annulé l'assurance vie que Thomas a frauduleusement souscrite en mon nom.
La compagnie d'assurance est très intéressée d'enquêter sur la façon dont ma signature est apparue sur des documents que je n'ai jamais vus. Maître Fontaine s'est avancé avec la solennité qui convenait au moment. Madame Beaumont poursuit également civilement pour dommages émotionnels, tentative de fraude et conspiration. Les montants impliqués garantissent que, même s'ils sortent un jour de prison, ils seront financièrement ruinés pour le reste de leur vie. C'est à ce moment-là que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Thomas s'est levé du canapé et est venu vers moi, s'agenouillant à mes pieds comme un pénitent dans une cathédrale. « Maman, s'il te plaît, pardon. Je sais que je ne le mérite pas, mais s'il te plaît. » J'ai regardé vers le bas, vers cet homme de 42 ans qui avait grandi dans mes bras, qui avait été ma fierté et ma joie, qui pleurait maintenant comme un enfant face à la réalisation de ce qu'il avait fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris la leçon la plus importante de ma vie. « Thomas, dis-je doucement, m'agenouillant pour être à la hauteur de ses yeux. Veux-tu savoir quel a été le plus grand cadeau que toi et Isabelle m'avez donné ? » Il m'a regardé, confus, avec des larmes dans les yeux. « Vous m'avez montré qui je suis vraiment. Pendant des années, je me voyais comme une vieille femme fragile, dépendante, un fardeau pour la famille. Vous m'avez fait réaliser que je suis une femme forte, intelligente, capable de me battre pour moi-même. » Marie-Claire a souri à travers ses propres larmes. Elle comprenait ce que je ressentais, cette libération, cette découverte tardive de sa propre force. « Vous m'avez libéré, Thomas. Libéré de l'illusion que j'avais besoin de l'approbation de la famille pour avoir de la valeur. Vous m'avez montré qu'à 68 ans, ma vie peut recommencer. » Isabelle, qui était restée silencieuse, a finalement explosé. « Vous êtes folle. Nous avons essayé de vous tuer et vous nous remerciez ? » « Non, Isabelle, répondis-je en me relevant et en retrouvant toute ma dignité. Vous avez essayé de me tuer, mais au lieu de cela, vous m'avez rendu la vie. » L'inspecteur Durand est intervenu. « Il est temps d'y aller. Thomas Beaumont, Isabelle Beaumont, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide, fraude documentaire et falsification. Vous avez le droit de garder le silence. » Pendant qu'ils étaient emmenés menottés, Thomas s'est retourné une dernière fois. « Maman, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. » Je l'ai regardé dans les yeux une dernière fois. « Je le sais, Thomas. Et moi aussi je t'aime. Mais aimer quelqu'un ne signifie pas accepter d'être détruite par cette personne. » Après leur départ, Marie-Claire et moi nous sommes assises dans le salon en silence pendant quelques minutes. Le silence de la maison était différent maintenant, ce n'était plus un silence de menace, mais un silence de paix. « Et maintenant, Claudette, demanda-t-elle. Qu'est-ce que tu vas faire ? » J'ai regardé autour de la maison qui avait été ma prison et mon royaume pendant tant d'années. Les murs témoins de tant de joie et de peine, les meubles chargés de souvenirs, les fenêtres qui encadraient le paysage provençal que j'avais contemplé pendant des décennies. « Tu sais ce que je vais faire ? Je vais vendre tout, comme je l'ai dit. Je vais prendre ma part de l'argent et faire quelque chose que j'ai toujours voulu mais que je n'ai jamais eu le courage de faire. » Quoi ? Je vais voyager dans le monde entier. Je vais voir les aurores boréales en Norvège, je vais marcher sur la grande muraille de Chine, je vais danser le tango à Buenos Aires. Je vais vivre chaque jour comme s'il était le premier, pas le dernier. Marie-Claire a ri, et ce rire sonnait comme une mélodie d'enfance retrouvée. À 68 ans ? Surtout à 68 ans. J'ai découvert que l'âge n'est pas un nombre qui te définit, c'est un nombre qui te libère. Te libère des attentes des autres, des conventions sociales, de la peur de décevoir les gens. 2 semaines plus tard, Thomas et Isabelle ont été condamnés à 8 et 10 ans de prison, respectivement. Le procès a été rapide, les preuves étaient irréfutables. L'avocat d'Isabelle a tenté de plaider les circonstances atténuantes, mais l'enregistrement de leur voix planifiant ma mort a rendu toute défense impossible. Le jour du verdict, j'étais présente dans la salle d'audience. Voir Thomas en uniforme de détenu m'a brisé le cœur, mais j'ai su que c'était nécessaire. Il devait comprendre que ses actions avaient des conséquences, que l'amour maternel ne pouvait pas servir d'excuse à tout. 6 mois plus tard,
j'étais dans un café à Prague, écrivant dans mon journal de voyage. À 68 ans, j'avais appris à parler tchèque de base, j'avais lié d'amitié avec de jeunes routards du monde entier, et j'avais découvert que l'aventure n'a pas de date d'expiration. La transformation avait été progressive mais profonde. D'abord, j'avais changé ma garde-robe, fini les couleurs ternes et les vêtements qui cachaient ma silhouette. Je portais maintenant des couleurs vives, des coupes modernes qui flattaient ma figure. Mes cheveux, autrefois toujours tirés en chignon strict, étaient maintenant coupés dans un style contemporain qui me rajeunissait de 10 ans. Mais le changement le plus important était intérieur. Cette femme qui avait vécu dans la peur du jugement, dans l'ombre des autres, avait laissé place à quelqu'un d'audacieux, de curieux, de vivant. J'avais découvert que la confiance en soi était comme un muscle, plus on l'utilise, plus elle se renforce. Marie-Claire est venue me rendre visite et a trouvé une femme complètement transformée. Nous nous promenions dans les rues pavées de Prague, admirant l'architecture gothique qui se dressait contre le ciel automnal. « Tu es méconnaissable, Claudette. »« Je suis moi-même pour la première fois de ma vie, » répondis-je. « Tu sais quelle a été la plus grande ironie de toute cette histoire ? » ?»« Laquelle ? » ?»« Thomas et Isabelle voulaient que je meure pour pouvoir vivre. Mais c'est en essayant de me tuer qu'ils m'ont appris à vivre vraiment. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je vis dans un petit village de Toscane. La maison que j'ai louée avec vue sur les collines ondulantes plantées de vignes me rappelle la Provence, mais avec une liberté nouvelle. Je donne des cours de français aux enfants locaux, je cultive un jardin d'herbes aromatiques, et chaque soir je regarde le coucher de soleil avec un verre de Chianti local. Le village de Montalcino m'a adopté comme leur nonna française, leur grand-mère française. Les habitants me saluent chaleureusement dans la rue, m'invitent à leur fête familiale, me demandent des conseils sur leur jardin. J'ai trouvé ici quelque chose que je n'avais jamais eu dans ma propre famille, l'acceptation inconditionnelle. Thomas m'écrit de prison parfois. Des lettres remplies de remords et de demandes de pardon. Je réponds toujours de la même façon: je t'ai déjà pardonné, mon fils. Maintenant apprends à te pardonner et utilise ces années pour devenir l'homme que j'ai toujours su que tu pouvais être. Sa dernière lettre était différente. Pour la première fois, il ne se lamentait pas sur son sort. Il me racontait qu'il avait commencé à suivre des cours en prison, qu'il aidait d'autres détenus à apprendre à lire, qu'il avait enfin compris la gravité de ses actes. « Maman, écrivait-il, je réalise maintenant que vous m'aviez toujours protégé du monde réel. Il a fallu que je le découvre de la façon la plus dure pour grandir vraiment. Cette lettre m'a donné espoir. Peut-être que notre tragédie familiale pourrait finalement mener à quelque chose de positif, la croissance personnelle de mon fils. Quant à Isabelle, elle a refusé tout contact. Sa famille au Canada a coupé les ponts avec elle, et elle purge sa peine dans l'isolement qu'elle a elle-même créé. Parfois je ressens de la pitié pour elle, mais cette pitié est tempérée par le souvenir de sa froideur quand elle planifiait ma mort. Parce que j'ai appris que le pardon n'est pas un cadeau qu'on donne aux autres, c'est un cadeau qu'on se donne à soi-même. Et à 70 ans maintenant, j'ai beaucoup de vie devant moi pour la gaspiller avec de l'amertume. La dernière leçon que cette expérience m'a enseignée était la plus précieuse de toutes: il n'est jamais trop tard pour découvrir qui on est vraiment, il n'est jamais trop tard pour recommencer, et il n'est jamais trop tard pour tomber amoureuse de sa propre vie. Et si quelqu'un vous dit un jour que vous êtes trop vieux pour rêver, trop vieux pour changer, trop vieux pour vivre, souvenez-vous de l'histoire de Claudette Beaumont, qui à 68 ans a découvert que la vraie vie ne faisait que commencer. Parce que parfois, les personnes qui essaient de nous détruire finissent par nous donner le plus grand cadeau possible, la découverte de notre propre force. Et cette force, une fois découverte, est capable de déplacer des montagnes ou du moins, de déplacer toute une vie vers le bonheur véritable. Dans mon jardin toscan, je cultive maintenant des roses qui fleurissent plus belles que jamais. Comme moi, elles ont appris qu'avec les bonnes conditions de la lumière, de l'amour-propre, et la liberté de grandir, on peut s'épanouir à tout âge. Et chaque matin, quand je me réveille dans ma petite maison avec vue sur les vignobles, je remercie silencieusement Thomas et Isabelle. Non pas pour ce qu'ils ont essayé de me faire, mais pour ce qu'ils m'ont involontairement donné, une seconde chance de vivre ma vie selon mes propres termes. Car parfois,
les fins les plus amères donnent naissance aux commencements les plus doux. Cette histoire a changé ma vie pour toujours. À 70 ans, j'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre, pour découvrir qui nous sommes vraiment derrière les attentes des autres. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez en ce moment reconnaissent peut-être quelque chose de familier dans cette histoire. Peut-être avez-vous ressenti ce regard d'impatience quand vous parlez de vos souvenirs. Peut-être avez-vous remarqué les chuchotements qui s'arrêtent quand vous entrez dans la pièce. Ou peut-être avez-vous cette sensation gênante d'être vu comme un poids, un obstacle à la vraie vie des plus jeunes. Si cela vous touche d'une manière ou d'une autre, je veux que vous sachiez une chose, votre expérience, votre sagesse, votre propre existence ont une valeur immense. Vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes un être humain complet avec le droit au respect, à l'amour, et surtout, à la dignité. La question que je vous pose est celle-ci, si vous étiez à ma place, auriez-vous eu le courage de vous battre? Ou auriez-vous accepté silencieusement le destin que d'autres avaient planifié pour vous? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chaque histoire est unique, chaque situation est différente. Mais partager ces réflexions, ces expériences, c'est ce qui nous unit en tant qu'êtres humains. S'il vous plaît, racontez-moi dans les commentaires, vous êtes-vous déjà senti invisible dans votre propre famille? Avez-vous déjà questionné si votre voix compte encore? Ou peut-être avez-vous une histoire de dépassement personnel qui pourrait inspirer d'autres? Vos commentaires sont précieux pour moi. Chaque mot partagé ici peut être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre pour trouver sa propre force. Et si cette histoire a touché votre cœur d'une façon ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne. Pas pour moi, mais pour vous-même. Parce que des histoires comme celle-ci nous rappellent que tant qu'il y a la vie, il y a la possibilité de changement, de croissance, de découverte. L'âge peut apporter des limitations physiques, mais ne doit jamais limiter notre capacité de rêver, de lutter, de recommencer. Votre voyage n'est pas terminé. En fait, il ne fait peut-être que commencer.